Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Art des livres. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Camille Pouponneau. Camille, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors, je vous reçois parce que vous avez écrit aux éditions Robert Laffont un ouvrage passionnant et très intéressant, en tout cas, qui s'appelle Maire, le grand gâchis. Pour rappeler le contexte, vous avez été maire pendant 4 ans de la commune, Presque 5, oui. presque Ouais, 5, de la ouais. commune de Pibrac, qui est en Haute-Garonne. Et vous avez donc démissionné au cours de votre mandat. Vous aviez également été précédemment conseillère départementale. Vous expliquez dans cet ouvrage les raisons pour lesquelles vous avez démissionné, puis c'est également une sorte d'alerte également sur voilà, pourquoi vous avez démissionné, une réponse aussi à certaines critiques qui avaient été faites, voilà, des facilités qui sont dites, mais parce qu'elles n'étaient pas faites pour ça, de l'immaturité. Vous expliquez qu'il y a des choses plus générales, plus macro qui peuvent expliquer, et puis vous revenez sur des éléments très intéressants, je trouve, dont on ne parle pas souvent, par exemple le statut de maire, distinction, le flou entre vie privée et vie publique. La rémunération également, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, lorsqu'on est élu, bon, ben, on gagne beaucoup d'argent. Puis en fait, voilà, vous donnez des chiffres, et ça c'est intéressant, vous allez dans les détails, vous expliquez concrètement qu'est-ce que c'est qu'au quotidien la vie de maire. Donc j'ai trouvé votre ouvrage très intéressant, j'ai pris beaucoup de notes, donc on va y revenir sur plusieurs d'entre elles, on ne peut pas revenir sur toutes les notes que j'ai prises, mais j'ai pas mal de choses à dire, et je suis vraiment très intéressé et ravi que vous ayez accepté cet échange, donc merci beaucoup dans un premier temps. Merci à vous, je suis ravie d'en parler. Et puis j'ai vu également que vous étiez une grande passionnée de littérature, Oui, oui, oui. de livres, et Ça donc m'a sauvée. on est sur un podcast littéraire, donc peut-être qu'on peut en dire quelques mots Oui. à la fin de l'entretien, comme je le fais à chaque fois. Et d'ailleurs, je vais commencer par là. Vous dites dans votre ouvrage que vous avez écrit ce livre parce que vous vouliez être maire une dernière fois, vous dites. Que finalement, écrire ce livre, donner le point final à ce livre, c'était voilà, quitter définitivement l'habit de maire, enlever l'écharpe, et c'est ça qui vous a permis, en tout cas vous pensiez en l'écrivant, au moment où vous l'écrivez, que c'était pour être maire une dernière fois. Et ça m'intéresserait que vous reveniez sur ce sujet, parce que j'ai trouvé cette phrase intéressante lorsque je l'ai lue. Et puis, est-ce qu'il y avait qu'un livre, selon vous, est-ce que c'est parce que vous avez ce rapport au livre très particulier, est-ce qu'il y avait qu'un livre, selon vous, qui pouvait vous permettre, entre guillemets, de digérer totalement cette démission? Alors, je ne sais pas si ce livre m'a permis de digérer totalement cette démission parce que d'un côté, il a aussi impliqué de se replonger dans le passé, d'en rechercher les détails, d'en chercher les mots, d'en poser les mots avec le plus de justesse possible. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas forcément ça qui était le meilleur pour moi pour arriver à avancer, mais en tout cas, cette phrase, quand je l'ai dit, c'était un moyen d'être mère une dernière fois. Ce que je veux dire, c'est que en mettant en lumière la situation de mes collègues et de moi-même, en alertant sur notre situation et sur l'état de la démocratie locale, c'est une forme d'engagement. Je poursuis mon engagement, même s'il est plus au sens juridique du terme, je suis plus maire au sens de la gouvernance. Je l'ai été en défendant eh bien une certaine vision de la démocratie et un statut et la nécessité d'évoluer sur plein de choses. Donc en fait, cette phrase, elle veut dire que je continue à m'engager en fait en parlant de ce monde, de mes collègues et en défendant notre démocratie locale. Voilà, donc c'est surtout que ce livre a été la continuité de mon engagement. Il aurait été beaucoup plus simple de ne pas l'écrire. Et en même temps, ça aurait été moins engagé de ne pas le faire. Je comprends bien. Vous écrivez, page 13 de votre ouvrage, que vous restez persuadé que notre société ne cesse de renvoyer à l'intime, à l'individu pour minimiser le poids du système, comme disent vos concitoyens, qui est pourtant réel. Donc vous expliquez vraiment que voilà, ce renvoi à l'intime est fait pour minimiser des raisons qui peuvent être plus globales et qui peuvent être plus systémiques. C'est ça, hein, si je comprends bien. Oui, alors je ne sais pas si c'est fait volontairement, mais en tout cas dans notre société actuelle, qui est une société individualiste, hein, où le poids de l'individu est très fort,
où on nous explique aussi que la réussite d'un individu dépend de sa capacité, où on nous explique que aussi, voilà, si on réussit quelque chose, c'est parce qu'on a des talents, et si on ne le réussit pas, c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé. Et finalement, en politique, c'est particulièrement vrai, parce qu'il y a une autre donnée que je donne dans le livre et qui est très importante, je reviens beaucoup dessus, mais 9 maires sur 10 cachent leurs émotions. Donc en fait, on rentre dans un système, quand vous êtes élu, où vous devez maîtriser ce que vous dites, vous devez surtout pas exprimer ce que vous ressentez. Et donc, à force, comme c'est un espace de parole que vous n'avez pas, quand ça ne va pas ou quand vous êtes en difficulté, et qui plus est, quand vous prenez une décision comme celle que j'ai prise, vous finissez par vous dire, mais en fait, c'était moi le problème. C'est moi le problème. Si j'y arrive pas, c'est de ma faute. J'ai pas la bonne méthode, j'ai pas les bons outils. Bon, moi, ce qui était encore plus terrible, c'est que j'avais tendance à me dire, tu bosses pas assez, alors que je bossais déjà comme une malade, quoi. Donc, c'est là aussi où ça devient dangereux. Et ça, j'en parle, mais finalement, vous savez, sur ce livre, j'ai eu énormément de retours de gens qui ne sont absolument pas dans la politique et qui se sont reconnus dans plein de choses que je décris, parce que c'est ce système-là actuel de, en gros, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas bien organisé, c'est que vous ne travaillez pas assez, c'est que voilà. Et donc, en fait, on fait porter sur l'individu des choses qui dysfonctionnent et qui ne relèvent pas de l'individu, qui relèvent d'un système organisationnel, qui relèvent de décisions politiques, qui relèvent de la bureaucratie, certaines fois, voilà. Et donc, en fait, écrire ce livre, c'était aussi, moi, arriver à m'extraire de cette idée dont je m'étais persuadée que j'étais la responsable de ma situation. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, justement, parce que ça faisait partie des éléments, moi, que j'avais notés. Lorsque vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la politique et qui vous ont dit, finalement, je me suis reconnu dans beaucoup d'éléments, ça me fait penser au fait que, à plusieurs reprises, dans votre ouvrage, je me suis dit, en fait, le maire, il est confronté exactement, dans la manière dont vous le décrivez, aux mêmes difficultés que les citoyens très régulièrement dans la vie quotidienne. Un afflux de normes, des procédures très compliquées, une judiciarisation également très élevée dans la vie quotidienne, des difficultés de démarche avec la préfecture, beaucoup de contrôles, puis pas forcément de l'accompagnement. Et en fait, tout ça que vous dites en tant que maire, c'est des choses que disent beaucoup de citoyens dans le privé, en entreprise. En fait, on se rend compte que finalement, les maires vivent les mêmes difficultés. Et ça peut peut-être expliquer, pas une certaine méfiance, mais une certaine déception ensuite des citoyens de voir que finalement les maires qu'ils idéalisent, parce qu'ils sont le premier élu auquel ils sont confrontés, qu'ils connaissent, donc ils idéalisent le maire, et or ils imaginent le politique, même s'ils critiquent souvent les politiques, mais ils sont quand même fascinés par le politique qui pourrait beaucoup plus qu'eux, mais ils se rendent compte que les maires sont confrontés aux mêmes difficultés qu'eux. Est-ce que vous pensez que ça peut expliquer aussi une sorte, pas de méfiance, mais de déception vis-à-vis des maires? C'est une bonne analyse, mais il y a plusieurs points. Vous avez raison aussi, c'est-à-dire que je pense que ce livre, il est aussi une traduction de l'état de notre société au sens large, et du coup, c'est normal que des citoyens ou des personnes qui occupent d'autres fonctions s'y retrouvent, parce que l'individualisme, la judiciarisation, la polarisation des idées, la violence, tout ça, c'est des choses qu'on constate à tous les niveaux, quel que soit le milieu. Donc vous avez raison, le maire, il le perçoit lui dans son environnement, d'autres le perçoivent dans d'autres environnements. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant dans le livre, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'on comprend bien ce qu'est la vie d'un maire et les difficultés auxquelles il est confronté, il dépeint aussi le tableau de notre société d'aujourd'hui sur plein d'aspects. Donc ça, je suis d'accord avec vous. La différence entre le citoyen et le maire, c'est que le citoyen, il a quelqu'un envers qui râler finalement de tout ça, et qui est de dire, bon, ben voilà, ces élus, mon voisin, voilà, en fait, quand on est confronté à tout ça, on a très tendance souvent à se dire, bon ben voilà, mais encore la faute à ces politiques, encore la faute à mon voisin qui respecte rien. Voilà, quand on est maire, alors certains nous accusent de le faire avec l'État, mais je veux dire, globalement, on est aux responsabilités, on est aux manettes, donc nous, on ne peut pas dire, ben voilà, donc la différence, elle est là, c'est que nous, on attend très fortement de nous, et là où vous avez tout à fait raison, c'est que cette attente, finalement, elle est illusoire par rapport à la réalité de ce qu'est aujourd'hui nos compétences et nos pouvoirs. Et les citoyens ont encore l'impression
voilà, le maire peut décider beaucoup de choses, peut changer beaucoup de choses, et c'est pas le cas. Et du coup, il y a une vraie distension qui nourrit la défiance, qui nourrit la colère, qui monte de manière impressionnante dans toutes les enquêtes d'opinion. Donc c'est là où ça devient compliqué. Et en même temps, et parce qu'on fait cette interview où je suis déjà à presque 2 mois de promo, donc j'ai eu beaucoup de retours aussi sur le livre, donc c'est intéressant de le nourrir de ça. J'ai certains collègues qui me disent, en même temps, quand on tient ce discours, ça encourage aussi encore plus la distinction entre les élus et le peuple, parce que les gens vont se dire qu'on ne sert à rien, et donc vraiment là, ils n'auront plus du tout confiance en nous si on explique qu'on n'a plus de pouvoir. Donc c'est vrai que c'est compliqué de tenir ce genre de discours. En même temps, moi, mon livre, il tient ce discours pour dire derrière, mais redonnez-nous du pouvoir, on en veut en fait, parce qu'on sait faire, parce qu'on est avec les gens dans le quotidien, parce qu'on a des outils, parce qu'on sait mettre autour de la table des gens qui ne s'entendent pas. Et donc nous, on arrive à trouver des solutions. Ce n'est pas conceptuel, on est les mains dans le cambouis. Donc redonnez-nous du pouvoir plutôt qu'on soit que des marionnettes. Voilà. Et il y a un vrai enjeu là-dessus, et je suis d'accord avec vous, je pense que ça explique beaucoup de défiance. Vous dites que certains élus disent bah voilà, c'est la faute de l'État, ou d'autres vont dire oui, mais c'est pas nous, c'est l'Union européenne aussi parfois au niveau national. Alors, moi, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'ai pas envie de juger ce qui, pour certains, est une position politique. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger ça. En revanche, il y a une chose, et qui n'est pas là du fait des élus, mais qui est une réalité, c'est aussi que c'est une question de compétence. Et moi, il y a beaucoup de sujets que vous avez abordés et sur lesquels j'irai parce que c'est vraiment beaucoup de sujets qui m'intéressaient beaucoup. Les gens et les citoyens, et vous revenez par exemple sur l'exemple des voiries, les citoyens, ils ont du mal à comprendre que ils sont en réunion avec un maire, avec parfois un conseiller départemental ou membre de la préfecture, et puis pareil, il peut y avoir l'ARS, on lui dit que c'est l'État, mais en fait qui n'est pas sous l'autorité du préfet, alors est-ce que c'est l'État ou c'est pas l'État, qui c'est qui décide, bon. Et les gens, on leur dit, oui mais attention, cette compétence c'est pas nous, cette partie-là c'est la région, là, ah oui mais c'est l'intercommunauté, donc ils sont pas là aujourd'hui, donc ils vont pas pouvoir vous répondre. Et vous donnez l'exemple des voiries avec la voie communale, la voie départementale, enfin, il y a aussi d'autres exemples sur lesquels on peut revenir. Là, ce n'est pas du tout le fait des élus, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité qui parfois peut accroître la colère des gens. Et on a eu la loi NOTRe, par exemple, en 2015, qui était censée clarifier les compétences. Est-ce que vous estimez, on est à 10 ans à peu près de bilan de la loi NOTRe, 2015, on en a échangé juste avant, c'est le début de votre engagement en politique, donc vous avez commencé à ce moment-là. Est-ce que vous estimez que la loi NOTRe finalement a été un échec dans la clarification des compétences? Quel est votre regard là-dessus? Alors moi, la difficulté, c'est que j'ai pas assez de recul, parce qu'en effet, j'ai commencé en 2015, donc la loi NOTRe, je l'ai vécue de suite, en fait, Bien quelque sûr, part. oui, Je pense qu'elle a quand même contribué à certaines clarifications. Mais après, la loi continue à dire que le maire garde un intérêt local à agir. Donc, si vous voulez, c'est là, le maire, finalement, il peut agir sur à peu près tout. En théorie, mais à partir du moment où il n'a pas les leviers financiers et réglementaires, ça devient quand même plus compliqué. Aujourd'hui, ce que vous soulignez qui est très vrai, c'est le fait que, en fait, si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne peut pas attendre des habitants aussi qui s'impliquent de manière très forte. Aujourd'hui, la méconnaissance qui est liée à une complexité très importante du fonctionnement de nos services publics, on va dire, au sens très large, ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, le citoyen il est perdu, et il a surtout la représentation de cette bureaucratie, de ce mastodonte, et peut-être à tort, hein, mais qui coûte cher, qui emploie beaucoup de monde, et c'est que cette représentation-là qu'il a, mais c'est aussi lié au fait qu'on est dans un monde qui simplifie tout, alors que le monde n'a jamais été aussi complexe. Donc, je le dis souvent dans mes interviews, je ne pense pas qu'il suffit d'arriver à la tronçonneuse, de tout raser, de dire toi tu fais ça, puis ça se passe comme ça.
je crois que ça ne marcherait pas non plus, en fait, cette solution-là, parce que le monde, il est complexe. Par contre, aujourd'hui, si on veut que le citoyen il reprenne sa place de citoyen et de démocrate, quelque part, eh bien, on doit arriver à faire des choses beaucoup plus simples dans la compréhension et l'appréhension. La voirie, vous avez c'est très pertinent de prendre cet exemple. J'explique que dans un rayon de 100 mètres, chez moi, il peut y avoir 3 propriétaires différents de la voirie. Et en fonction de qu'est-ce qu'on demande, est-ce que c'est l'éclairage public, est-ce que c'est le trottoir, est-ce que c'est la bouche d'égout qui est sur la route, est-ce que c'est le marquage, c'est pas la même personne qui s'en occupe. Je veux dire, là, au bout d'un moment, donc en fait, le maire, il est là juste pour éclairer le citoyen, lui dire, bah, en fait, là, c'est plutôt lui qu'il faut aller voir, lui, c'est à lui qu'il faut parler, et là, voici le bon contact. Et donc, il est un décodeur de la démocratie. D'ailleurs, vous revenez sur le sujet de l'intercommunalité, où vous dites que votre commune, qui est quand même une commune quand même conséquente dans la métropole toulousaine, seulement 3 élus. Deux, pardon. Ouais, 2 sur 133. 2 sur 133. Il est là le 3. Donc pour peser, c'est compliqué. Mais oui, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est pas la loi NOTRe, hein, ça c'est MAPTAM, mais moi je suis dans une métropole. Donc dans une métropole aujourd'hui, vous avez quasiment 75% des compétences qui ont été déléguées, compétences communales qui ont été déléguées aux intercommunalités. Et moi, mon poids dans cette instance, c'est 2 voix sur 133. Alors, on sait très bien, quand on fait un petit peu de politique, que le pouvoir et le poids, il n'est pas lié qu'à des voix hein, en termes de gouvernance. Il y a plein d'autres manières et il y a des fonctions symboliques, des statuts qui permettent aussi d'avoir un peu de poids. Mais en tout état de cause, ça permet juste à chacun de mesurer la difficulté que l'on a à infléchir ou influencer ce type de décision. Et autant je pense que l'intercommunalité ou le regroupement de communes est nécessaire parce que quand vous faites des choses structurantes comme des réseaux, ça n'a pas de sens de le faire à l'échelle d'une commune et que l'ingénierie qu'elle soit partagée, tout ça il faut y réfléchir. Autant sur des choses de grande proximité, ça complique quand c'est l'intercommunalité qui gère. Pas parce que, je pense que l'intercommunalité est compétente, mais je pense que le poids des communes y est trop faible. Donc c'est pour ça que dans mes préconisations, j'invoque ce fameux droit de veto. Je compare à ce qui se passe, par exemple, au sein de l'Union européenne. Dans l'Europe, il y a certaines décisions où si vous n'avez pas l'unanimité des États membres, vous ne pouvez pas les prendre. Et ça, c'est bien un moyen malgré le fait que de manière pertinente, on se regroupe pour être plus fort, sur certaines décisions très importantes, on soit obligé d'aller à la majorité totale et d'arriver à trouver du consensus pour embarquer tout le monde. Parce qu'à partir du moment où on est sur une majorité simple, habituelle, vous en perdez beaucoup sur le chemin. Donc dans ce cas-là, on serait presque plus dans la coopération intercommunale, on va presque jusqu'à l'intégration pour comparer avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est basé sur l'intégration des États. C'est pour ça qu'il y a l'unanimité sur certains domaines. Mais je comprends très bien ce que vous dites. On y est presque, certaines fois. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison qu'on y est presque certaines fois. Finalement, Maire le grand gâchis, mais ça aurait pu être aussi comme titre, j'ai trouvé Maire le grand paradoxe aussi, parce que j'ai trouvé beaucoup qui peuvent s'apparenter à des paradoxes et sur lesquels je voulais revenir avec vous. J'ai plusieurs sujets comme ça. Moi, j'ai pas de position, si j'en ai, j'ai des avis, mais que je me garderai bien de dire ici sur certains sujets. Mais par exemple, vous dites à plusieurs reprises que vous n'êtes pas pour le cumul des mandats. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'inverse, le cumul des mandats permettait de débloquer des situations, de trouver des solutions dans certaines situations que vous évoquez? Lorsque vous dites, par exemple, je ne sais pas moi, sur l'état de droit et sur certaines situations bloquantes que le maire ne peut pas grand-chose, mais est-ce que le cumul des mandats, alors vous allez me répondre que c'était que pour certains maires, et vous avez raison, mais ça ne permettait pas justement parfois d'avoir un réseau plus important ou une influence plus importante d'avoir ce cumul? Je suis d'accord avec vous. Quand on cumulait, on avait au moins un pied dans chacun des mondes et ça permettait de faire la connexion. Mais en fait, aujourd'hui, nos députés, pour ne pas être déconnectés, ils n'ont pas besoin de cumuler des mandats. Hein. Ils n'ont qu'à aller faire, moi je l'ai dit de manière un peu provocante, hein, mais on demande
aux demandeurs d'emploi ou aux personnes au RSA maintenant de faire 15 heures de travail volontaire pour rester dans la vraie vie et mériter leurs 650 €. Que les députés aillent faire 15 heures de bénévolat dans des associations. Et là, ils seront bien dans la vraie vie. Et alors là, je vais vous dire, dans une association, c'est un moyen très simple de se rendre compte des aberrations quand vous voyez un président d'association pour organiser pauvre manifestation, tous les CERFA qu'il doit remplir, la responsabilité de toutes ces lois en ce moment avec l'histoire des vigipirates, toutes ces responsabilités qu'il a, tout ce qu'on lui demande, toutes les normes, parce qu'en fait, c'est nous les maires, on nous demande, à chaque fois qu'une association organise ça, de transférer, de demander à l'organisateur de respecter tout ça. Donc il voit bien les membres d'association. Mais le député, là, il comprendrait très vite que quand il vote quelque chose, la conséquence que ça a sur le terrain. Donc en fait, je trouve dommage que la réponse on a des élus nationaux qui sont déconnectés de la réalité du terrain, soit ok, faisons-les cumuler. Il y a plein d'autres moyens de rester accrochés à une réalité, en fait. Oui, mais à l'inverse, pour les maires, pour qu'ils aient plus de pour qu'ils aient plus de poids sur les instances nationales. Je crois qu'aujourd'hui, on a des instances nationales représentatives, des associations d'élus qui sont reçues par de très nombreux ministères, qui font beaucoup d'auditions au Parlement, etc. Donc aujourd'hui, nous, on a quand même, je trouve, des instances qui nous permettent de porter nos voix. Je veux dire, la vraie question, c'est pourquoi le pouvoir central, les élus nationaux ne se saisissent pas de ces sujets-là? Parce que nous, des propositions de loi, je pourrais vous en citer qu'une seule, celle sur le statut de l'élu, elle est prête. Elle est prête depuis des mois. Elle est dans le bouchon parlementaire. À un moment donné, si je sais que la situation parlementaire elle est compliquée, je sais qu'il y a beaucoup de textes en attente, etc. Mais à un moment donné, si on fait le choix aussi de ne pas inscrire ce texte qui est prêt, qui a été travaillé avec les associations d'élus, pour lequel il y a un consensus, on ne l'inscrit pas à l'ordre du jour. Ce sont des choix politiques. Donc aujourd'hui, honnêtement, les organismes pour créer du législatif, transformer, simplifier, faire connaître la réalité du maire à Paris, elles existent. La question, c'est celle de la volonté du pouvoir centralisateur de faire évoluer ces normes. Autre paradoxe, en tout cas, qui pourrait s'apparenter, mais sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est sur en fait le pouvoir des maires qui est certes trop faible. Et on pense par exemple à certains maires qui ont la responsabilité pénale, qui ont des responsabilités de villages de 50-100 habitants. Et en même temps, et sur ça, je pourrais être d'accord avec vous également, vous êtes contre la fusion des communes. Est-ce que vous pensez que ça ne serait pas une solution pour rendre certains maires peut-être plus puissants, plus influents, de fusionner, d'avoir moins de toutes petites communes? Vous parlez par exemple souvent de la rémunération des maires, enfin souvent, non, vous accordez un chapitre, pas souvent, mais vous accordez un chapitre à la rémunération des maires et vous le comparez à la rémunération en Allemagne, où vous dites un maire d'une commune allemande, c'est à peu près 10 000 € en Allemagne. Mais en Allemagne, ils ont c'est des grosses communes. 3 fois moins de Exactement. communes. Ils en ont 10 000. Et dans les années 70-80, ils ont fait un gros mouvement justement de fusion forcée. Ils n'ont pas eu le choix de fusionner pour voir. Est-ce que vous pensez que, et sur la rémunération et sur l'influence, parce que même, je ne suis pas sûr que ce soit rendre service à ces maires de 50-60 habitants de rester isolés comme ça. Et en même temps, je comprends cet attachement à l'identité d'une commune. Donc moi-même, vous voyez, je n'aurais pas envie que mon village disparaisse. Donc, et c'est pour ça que le grand paradoxe, ce n'est pas seulement le grand paradoxe de vous, c'est le grand paradoxe que nous aussi, en tant que citoyens, on a vis-à-vis de tout ça. On aimerait des maires plus puissants, mais en même temps, on a envie de garder notre petit village, enfin petit, je ne vais pas dire petit village, mais notre commune de 50-60 habitants. Mais je ne pense pas que ce soit un paradoxe, c'est juste des visions différentes. Aujourd'hui, les maires, ils ont la possibilité de fusionner. Je veux dire, elle existe en fait. Aujourd'hui, n'importe quelle commune qui se trouverait trop petite et qui aura envie d'être plus grosse et qui, c'est ce qu'on appelle les communes nouvelles. Tous les ans, vous avez des communes nouvelles, c'est des fusions de communes. Si les maires s'en saisissent pas plus, c'est bien qu'il y a une raison. Et la raison, moi, je l'explique dans le livre. Je pense que le maire a un pouvoir de fraternité qui est lié à sa capacité à faire vivre ensemble des personnes différentes et qui sont aussi liées à une histoire, un patrimoine, un territoire. Et je ne suis pas sûre que, en fait, l'approche de dire on va fusionner, on va faire plus gros, c'est une approche qui est technocratique au sens
elle relève de l'expertise en fait. Et là, on peut mettre des experts sur le sujet. Ils vous feront les meilleurs dessins géographiques pour les fusions et ils vous feront des calculs savants pour vous dire à partir de combien d'habitants. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on a fait quand on a obligé les communes d'ailleurs, les intercommunalités à grossir et à fusionner. Mais ça, c'est de l'expertise, c'est pas de la politique. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la politique? C'est notre capacité à vouloir vivre ensemble et à définir les conditions dans lesquelles on vit ensemble. Et aujourd'hui, on a complètement vidé les élus locaux de cette capacité à faire de la politique, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire décider de notre destin commun, pour se retrancher derrière de l'expertise, de comment on gère le mieux possible, le plus efficacement possible en termes de meilleur rendement. Et en fait, du coup, on a cette stat qui est édifiante, que je cite dans le livre, qui est un Français sur deux pense qu'on n'a plus besoin d'élus et qu'on pourrait les remplacer par des experts. Mais en fait, un expert, un tableur Excel, une meilleure gestion optimisée, ça ne traduira jamais qu'est-ce qu'on veut de notre ville demain, à quoi on aspire, pourquoi on veut vivre ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on se rejoint, qu'on partage. Et donc je me méfie toujours de ces approches qui sont d'abord des approches d'expertise, de technocratie au sens d'optimisation d'un service, et qui en fait font perdre toute la substance politique d'une vie démocratique et d'une commune. Donc si les gens n'ont pas envie de se regrouper, c'est qu'il y a des raisons. Et en fait, la première d'entre elles, c'est que pour que les gens vivent bien ensemble et qu'on arrive à avancer et à faire des choses, c'est qu'on ait déjà envie de vivre ensemble et qu'on partage des choses. Et je ne suis pas sûre qu'avec un regroupement depuis Paris sur le papier, c'est comme ça qu'on va améliorer la situation démocratique en France. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous dites même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre souvent, c'est que c'est aussi la baisse des effectifs, par exemple dans les sous-préfectures, ou la baisse d'accompagnement de l'État ou d'autres institutions, qui fait que également dans les mairies, on a de plus en plus finalement d'un profil type expert finalement. Oui. Et donc on a presque besoin soit d'un maire, soit d'élus spécialistes d'ingénierie publique pour compenser, pour pallier le fait qu'en sous-préfecture, vous citez des exemples alarmants, il y a une baisse, et ça on en parle assez rarement finalement, je trouve, dans l'espace public. Et le chiffre qui est édifiant, c'est que presque... Alors bon, les maires, le profil majoritaire du maire, il s'appelle Alain ou Philippe, il a 60 ans, il est retraité, donc c'est un mâle de plus de 60 ans retraité, mais parmi les actifs, il y en a presque 1 sur 5 qui est en fait fonctionnaire territorial à la base. C'est énorme, c'est une surreprésentation de ces emplois, enfin de ces professions-là parmi les maires. Parce que évidemment, aujourd'hui, quand vous n'y connaissez absolument rien, que vous n'avez pas les outils pour appréhender cet environnement, c'est très complexe. Et ça l'est d'autant plus que très souvent, plus les communes sont petites, plus vous avez de la chance d'avoir des profils, parce que moi je pense que c'est une chance, des profils complètement différents. Et en même temps, je pense que sur les petites communes, c'est là où vous êtes le plus confronté à tout ça, parce que vous n'avez pas de fonctionnaires pour vous traduire tout ce que vous recevez du préfet, vous faire des notes. Et donc aujourd'hui, ça pose une vraie question. Et alors la réponse à ça, parce que moi je l'entends beaucoup, c'est de dire il faut accompagner les élus qui arrivent par de la formation. En gros, il faut les aider à devenir des professionnels. Moi, je suis un peu dubitative sur ça. Je pense qu'en fait, on devrait justement, à l'inverse, avoir un système qui permette à des personnes éloignées de tout ça d'exercer ces fonctions. Parce qu'en fait, il faut des élus qui ressemblent aux vrais gens, au peuple, à la population. L'expertise, elle doit être ailleurs et elle doit être fournie par d'autres. Et avant, elle l'était, vous le soulignez à juste titre, j'en parle dans le livre, elle l'était, il y avait de l'ingénierie, on était accompagnés, et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et donc ça rend de plus en plus complexes les choses. L'État et la préfecture est surtout là pour contrôler et pas pour accompagner. Et c'est dommage parce qu'en plus, dans certains départements, les conseils départementaux des fois ont des structures qui permettent d'accompagner les mairies et tout ça. Mais du coup, c'est inégalitaire d'un département à l'autre, alors qu'avant, la préfecture, elle permettait d'assurer de manière égale sur tout le territoire un minimum d'ingénierie. Vous dites que les maires sont également
pas responsables, mais sont là également pour faire vivre ensemble les gens, sont là pour assurer une communauté de destin. Et cette partie-là de l'ouvrage est intéressante, m'a interpellé parce que c'était également voilà, un regard un peu positif, n'est-ce pas, sur le rôle du maire. Moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur le podcast, mais je suis de formation juridique. J'ai fait une thèse sur la politique d'intégration des étrangers. Donc, je connais bien ces politiques-là et je sais que dans les années 40, 50, il y avait un rôle et un lien très fort entre le préfet et le maire directement, parce que le maire connaissait bien ses citoyens, parce que le maire connaissait bien sa commune, et lorsque le préfet avait besoin d'informations sur une demande de carte de séjour, sur une personne qui habitait dans une commune, il savait qu'il pouvait directement s'adresser au maire, le maire avait rapidement les informations, il y avait une relation de confiance entre le préfet et le maire qui, petit à petit, dans les décennies 70, 80 par la suite, a un peu disparu, ce lien de confiance entre le préfet et le maire, et même cette connaissance également du maire de sa population, il y avait beaucoup moins cette relation qui était efficace, et donc voilà, dans toutes les couches de la société, finalement, des incompréhensions et des ignorances se sont malheureusement superposées. Et vous y revenez sans même que ce soit directement lié, mais ce que vous dites également, c'est que le maire a ce rôle de communauté de destin assuré, et en même temps, il y a peut-être une sorte de baisse de ce que vous appelez le patriotisme municipal. Et j'aurais bien aimé que vous reveniez dessus, ou vous expliquiez que finalement, il y a eu beaucoup des flux de mouvements, notamment autour des grandes métropoles dans certaines communes, et peut-être qu'ils ont moins cette identité qu'il faut rebâtir, qu'il faut reforger, moins cette identité d'attachement à leur commune, qui peut-être peut avoir comme conséquence une augmentation de l'individualisation oui, de l'individualisation, que les gens finalement pensent plus à leur intérêt particulier qu'à l'intérêt général de la commune. Là aussi, il y a beaucoup de choses dans ma question, donc vous pouvez répondre sur ça. Sur plusieurs points. Je pense que le maire connaît encore très bien ses habitants. Il a une capacité, moi, pourtant j'avais 9000 habitants, j'ai une capacité à très vite, face à une situation sur laquelle on me posait question, on m'alertait, à avoir le bon contact, les bonnes réponses, et si vous ne l'avez pas directement, en un intermédiaire, c'est réglé. Donc je veux dire, je pense qu'on connaît encore très très bien notre population. Je parlais tout à l'heure des associations d'élus dans leurs revendications. À plusieurs reprises, cette question du couple maire-préfet revient. Oui. C'est vraiment quelque chose sur lequel, en effet, on aimerait que ce soit plus fort. Moi, je donne un exemple dans le livre. J'ai vécu un drame dans ma commune, un meurtre. Le préfet est quand même représentant de l'État et de la sécurité publique, que j'ai pas un seul appel ou un message face à cette situation, ça m'alerte quand même, je veux dire, et je pense que c'est aussi ça qu'il faut arriver à renouer. Mais je vais encore une fois mettre les pieds dans le plat, mais je pense que cette relation elle n'existe plus parce qu'aussi aujourd'hui il n'y a pas cette confiance envers les élus en fait. Et aujourd'hui, parce que vous savez, là vous donnez l'exemple des étrangers, mais aujourd'hui pour un titre de séjour, pour une demande de nationalité, on nous envoie encore des questionnaires, on nous demande en mairie de recevoir les habitants, voilà. Mais en même temps, c'est administratif, quoi. C'est un simple document, il n'y a pas d'échange informel. Et en fait, il y a quelque part cette idée que le maire, il défendrait toujours ses habitants contre l'intérêt général, que du coup, il n'aurait pas une vision objective de la situation et que garantirait l'État, quoi. Donc, je pense que en fait, c'est un manque de confiance. On ne fait pas confiance, on ne place pas le maire comme quelqu'un en capacité de dépasser juste des intérêts électoraux, de dépasser juste des intérêts particuliers et d'arriver aussi à être dans une posture de représentant de l'État, d'officier d'état civil, officier de police judiciaire, représentant de l'intérêt général. Et je pense que ça, c'est une grande partie de l'explication de cette difficulté qui est en fait vraiment un niveau de défiance qui est important et une représentation qu'on a des maires qui est complètement erronée par rapport à ce qu'ils sont. Vous savez, il y a une récente loi qui nous demande
enfin, je le fais de tête, donc je vais être approximative, mais en gros, pas de prêter serment, mais de dire qu'on va s'engager à respecter, à respecter la probité, à respecter les valeurs républicaines. Mais vous vous rendez compte? Enfin, aujourd'hui, on en arrive là, à demander au maire de... Alors, c'est pas prêter serment, je ne me rappelle plus la forme que ça prend, c'est passé il y a quelques mois, mais on en est là, on en est là. On pense que, en fait, quand on prend ce type d'engagement, on le fait pas avec quand même des valeurs républicaines et l'intérêt général chevillé au corps. Et on va demander de faire ça comme on le demande à des personnes qui se présentent devant la justice. Mmh. Enfin, c'est quand même très surprenant, ça en dit très long de la perception qu'on a des élus locaux depuis Paris. Et du coup, je pense que ça explique aussi voilà, le fait que le couple État-élu ne marche plus très bien. Sur la deuxième partie de votre question, j'évoque en effet, et je pense que c'est très important de le repréciser, je l'évoque en disant que pour moi, ce n'est pas quelque chose de mal, mais que ça a des conséquences dans le quotidien. En effet, en 50 ans, peut-être un siècle, les migrations des populations ont été très très importantes par rapport à des temps plus longs et plus anciens, parce qu'il y a eu l'exode rural, parce qu'il y a eu les migrations économiques, parce qu'il y a la mondialisation. Donc il y a des mélanges qui se font beaucoup plus. Moi, aujourd'hui, dans ma commune, aller trouver quelqu'un dont les parents et les grands-parents, allez, on va dire sur 2 générations, habitaient la commune, vous en avez quasi plus. Alors, dans des petites communes rurales, vous trouvez encore, mais je veux dire, dans ma commune, des habitants qui avaient leurs grands-parents qui étaient déjà là, il n'y en avait presque plus. Donc, ça fait que les lieux dans lesquels vous évoluez, ah bah tiens, ce bâtiment, c'était quoi? Tiens, cette rue, elle porte ce nom, mais en fait, c'était qui cette personne? Tout ça, en fait, ça se perd. Ça se perd parce qu'on déménage, parce qu'on n'était pas là, ou que ce nom ne nous parle pas, etc. Et là, je pense que le maire, il a un vrai rôle à jouer pour arriver à transmettre ça, parce que ça, c'est la question de mon environnement, où je vis, c'était qui ça, c'était quel bâtiment. C'est pas lié au fait que je sois ici depuis 40 générations ou pas, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste de s'intéresser, le partager, le transmettre, transmettre les valeurs que ça implique derrière. Et ça, je pense que, je fais référence à Simone Veil, hein, veille sur l'enracinement, je pense qu'en fait c'est un besoin de tout individu que de comprendre, d'être enraciné. Et pour moi, être enraciné, ça ne veut pas dire être né là depuis 40 générations, pas du tout. Mais par contre, ça veut bien dire maîtriser l'environnement et le connaître, l'aimer, l'apprivoiser, le regarder autrement. Et ça, je pense que le maire, il a un très très fort rôle à jouer. Donc moi, je me servais beaucoup des commémorations. J'essayais de faire des discours aux commémorations où je faisais référence à des figures locales, à des bâtiments locaux, à des histoires locales. De la grande histoire qu'on commémorait, j'essayais toujours de le rattacher à la petite histoire, entre guillemets, locale. Et après, on a fait beaucoup de travail de signalétique. Notre maison de citoyens, par exemple, tous les noms de salles, c'est des noms de résistantes toulousaines, enfin, de la région, avec un petit panneau qui explique qui elles étaient, qu'est-ce qu'elles ont fait. Voilà, on a installé un pavé en la mémoire d'une enfant juive qui a été déportée sur la commune. Enfin, toutes ces petites choses, mais qui font qu'en fait, quand on se balade, on peut savoir qui était cette personne, pourquoi ça s'appelle comme ça, que faisait ce bâtiment. Et voilà, je pense que ça, c'est un vrai rôle du maire. Et que ça favorise l'attachement au lieu dans lequel on vit. Et si l'attachement est favorisé, eh ben, on le respecte beaucoup plus aussi. Vous évoquez également, et j'aimerais qu'on y revienne un peu, quelque chose dans lequel vous croyez beaucoup, c'est la démocratie participative, en tout cas la démocratie directe, ce lien direct avec les citoyens sur lequel vous y croyez, vous le dites à plusieurs reprises, et en même temps vous en explorez les failles également et les difficultés encore aujourd'hui à l'explorer. Est-ce que vous pensez que c'est possible au niveau municipal d'être dans une démocratie, presque une démocratie directe que vous appelez parfois de vos voeux, vous me corrigerez si je me trompe. Et en même temps, vous vous dites, mais est-ce que c'est possible? Alors vous dites qu'il faudrait mettre beaucoup de moyens financiers pour y parvenir. Et en même temps, il y a également le fait que du coup les citoyens pensent plus à leurs intérêts particuliers du fait de développer également ce genre de mécanisme. Il y a presque une sorte de clientélisation, j'ai envie de dire, de la politique où certains
dans le sens où le citoyen se comporte parfois, je ne dis pas que les personnalités politiques font du clientélisme, je me garde très bien de penser de telles choses, mais je dis juste où parfois certains citoyens se comportent comme des clients, ils exigent des consommateurs, tout, des consommateurs, des clients, ils exigent tout parce que, mais vous dites également que c'est une responsabilité aussi de certaines personnes politiques qui ont fait des programmes pour répondre à tout type de personnes au lieu de penser à l'intérêt général, au lieu de penser global. Donc, ce qui est bien dans votre ouvrage à chaque fois, c'est qu'il y a un équilibre. Vous ne dites pas à chaque fois tout est la faute de l'État, tout est la faute des citoyens. Vous assumez également votre part de responsabilité sur le côté managérial, sur des personnalités politiques aussi. Sur la judiciarisation, vous dites aussi que c'est la faute de certains qui ont abusé, à certaines époques et encore aujourd'hui. Donc, il y a un équilibre dans votre ouvrage qui est intéressant et sur lequel, ensuite, et ça a été mon cas, on peut réagir sur plein de choses et en tout cas susciter beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que c'est peut-être très intéressant. Mais sur ce sujet de la démocratie participative, j'aurais bien aimé en échanger avec vous parce qu'il vient de la nuit des temps, de l'Antiquité grecque. Encore sous la Révolution, on a essayé de mettre en place plein de... pour y revenir, c'est un sujet compliqué. On a trouvé pour l'instant ce système de démocratie semi-directe qui allait plutôt, mais qui est de plus en plus remis en place. Oui. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous parliez de paradoxe. Là, je pense qu'on en est en plein dedans. Et y compris dans l'expérimentation du pouvoir sur ce sujet-là. En fait, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les habitants ou les Français voudraient être plus entendus, que leur parole compte, prendre beaucoup plus part à la décision. Et en même temps, en tant que maire, dès que vous offrez des lieux, des temps pour ça, vous avez peu de monde qui vient. Et vraiment, quand je dis peu de monde, c'est vraiment, on parle de dizaines de personnes sur une ville plusieurs dizaines de personnes sur une ville de 9000 habitants. Et donc ça, c'est très complexe. Et en tant que maire, là, vous devenez vite assez perdu parce que d'un côté, la revendication, elle est très forte. La démocratie représentative, moi, je pense, arrive au bout quand même d'un certain nombre de ce qu'elle pouvait faire. Et elle arrive au bout parce qu'elle n'est pas représentative. On a évoqué tout à l'heure, on pourra y revenir, elle porte un nom qui ne correspond pas à la réalité. Les élus ne représentent plus le peuple au sens sociologique du terme. Mais du coup, en fait, vous êtes là, vous dites, bon, mais moi j'ai co-construit mon programme politique, ensuite j'ai mis en place des comités consultatifs sur plein de sujets, j'ai fait sur l'urbanisme, on a fait une charte de l'urbanisme où tout projet, à partir du moment où il y a plus de 3 maisons, il y avait une consultation avec le quartier. Enfin, vous voyez, on a mis plein de choses en place pour arriver à créer ce dialogue. Et en même temps, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que d'abord j'avais beaucoup de mal à mobiliser sur ces temps et qu'en plus, souvent ceux qui étaient mobilisés, ils défendaient finalement des intérêts collectifs mais particuliers ou leur intérêt personnel et qu'on avait du mal à repointer l'intérêt général. Et en fait, pourtant, et c'est ce que je dis dans le livre et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut redonner le pouvoir au maire, le maire, il peut faire ça. C'est le seul élu qui peut arriver à mettre tout le monde autour de la table ou dans une salle où vous voulez et arriver par des soirées, et je dois le dire, qui sont très dures émotionnellement, ça demande beaucoup d'énergie, mais à la fin, on en sort tous grandis. Le maire, il change un peu sa vision, il se dit « Ok, c'est vrai, j'avais pas vu ça, lui, il m'a dit ça, je l'avais pas vu comme ça ». Le citoyen, il est arrivé avec des revendications personnelles et en même temps, il a compris les problématiques du maire, la vision de d'autres citoyens. Et à la fin, on arrive à ressortir avec un consensus. Et l'exemple que je donne dans le livre, c'est comment j'ai expérimenté la démocratie quand il s'agissait de faire une piste cyclable avec aucun concept académique, mais qui était un espèce de goubli-goubla de trucs que j'essayais de mettre en place pour arriver à quelque chose de synthétique et du consensus. Donc, d'un côté, je pense que le maire est la solution parce que lui, il peut encore mettre tout le monde autour de la table. Et en même temps, je pense qu'il y a urgence à remobiliser le citoyen pour lui rappeler que la démocratie n'est pas quelque chose de naturel. On ne naît pas démocrate, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc, pour apprendre, ça veut dire aussi y consacrer du temps. On n'a jamais appris un instrument de musique ou un sport en restant dans son canapé. Je veux dire, à un moment donné, pour apprendre, il faut passer du temps. Et donc, si on veut aujourd'hui continuer à ce que cette démocratie soit vivante, directe, participative
semi-direct, vous utilisez le mot que vous voulez, mais dans tous les cas, à la base, il faut que le citoyen, il ait conscience que c'est pas naturel et qu'il ait conscience qu'il faut qu'il y consacre du temps. Et ça fait partie des recommandations que je donne. C'est-à-dire, à un moment, quand on est citoyen, qu'on a lu ce livre, on se pose la question, on se dit, ok, bon, maintenant, comment 2 heures par mois, je peux arriver à consacrer un peu de temps à cette vie démocratique de ma commune, aller à une réunion publique sur un sujet, participer à un projet collectif, mais voilà, c'est pas beaucoup 2 heures dans un mois, mais arriver à se dire, bon, j'essaye de comprendre la complexité du monde, j'essaye de prendre ma part, et j'attends pas tout des élus. Voilà. Après, il y a des passages du livre qui sont beaucoup plus incisifs sur la démocratie directe. Alors là, pareil, ça a généré beaucoup de réactions, notamment de tous ceux qui ont une formation initiale en sociologie. Et je suis assez d'accord, me disant qu'en fait, il ne s'agit pas de décréter ou de voter des choses pour que la société change. Et ce n'est pas parce qu'on aura une démocratie directe que les électeurs ou les citoyens seront plus concernés. Ça, c'est vrai en termes de sociologie, mais en même temps, j'ai vu, et je n'ai pas la réponse, mais moi je prends l'exemple sur la loi sur la parité. Moi, j'étais contre ces lois, j'estimais qu'il fallait que la société, elle change d'abord, etc. Et en même temps, sans ces lois, j'aurais jamais commencé la politique. Ces lois, elles permettent qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient là, et on voit les choses évoluer. Donc tout ça pour vous dire que ce que je vois davantage dans la démocratie directe, c'est que ça oblige à poser des questions complexes dans le débat public. Quand vous avez un référendum, on l'a vu, alors après, la problématique, c'est quand vous ne suivez pas les résultats du référendum. Ça, c'est problématique. C'est ça qui a d'ailleurs créé la défiance. Mais quand vous avez un référendum sur des choses, vous vous rendez compte, on a eu des référendums sur des trucs hyper complexes, sur l'Union européenne, enfin sur des trucs hyper complexes. Ça oblige, dans le débat public, à parler de sujets dont on n'aurait jamais parlé, à expliquer les pour, à expliquer les contre, à exprimer une pensée complexe. Et donc, ça oblige aussi chacun à penser par lui-même au vu de ce qu'il entend et de ce qui est posé. Et ça, moi, je trouve que c'est la vraie force de la démocratie directe. C'est pour ça que j'y suis favorable. C'est que plus on demandera aux citoyens de s'exprimer, de prendre une position, plus les hommes et les femmes politiques seront obligés de l'associer à la décision et donc de l'associer à la complexité de la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, la complexité du monde, parce qu'il est complexe, il repose sur les élus qui ne communiquent avec les citoyens qu'à base de tweets de 200 caractères. Voilà. Sauf qu'en fait, la réalité de l'élu derrière, c'est pas 200 caractères, c'est hyper complexe de normes, c'est hyper complexe d'enjeux, c'est hyper complexe de forces contradictoires. Et en fait, ça, on n'en parle plus dans le débat public parce qu'aussi on est sur des chaînes d'infos, tout va vite, il faut dire simple, il faut faire des trucs accessibles, machin. Et du coup, on a l'impression que tout est simple. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et du coup, pour les hommes et les femmes politiques, ils ont cette complexité à gérer. Et en plus, ils doivent donner impression ou traduire ça simplement. Et moi, je crois que si on veut recréer une vie démocratique riche, il faut réimpliquer le citoyen dans cette complexité. Et il me semble que la démocratie directe, elle permet de remettre sur la place publique la complexité et d'aider chacun à penser par lui-même. Plutôt que les élus mâchent tout, prennent des positions et expliquent en 200 caractères pourquoi c'est simple et qu'il faut aller là. D'accord. Bon, on pourrait aborder encore plein de sujets de votre livre, mais on va arriver bientôt vers la fin de votre... Je suis trop bavarde. Non, c'est moi qui avais pris de toute façon beaucoup trop de notes, mais puis au moins ça va convaincre les auditeurs d'aller lire, parce qu'il y a plein d'autres sujets, notamment comme je disais sur le management aussi, qui est compliqué, comment gérer les employés, comment gérer le manque d'agilité dans les rémunérations, dans la gestion également des ressources humaines. En somme, moi, il y a une réflexion qui m'est venue, mais je n'ai pas la solution, donc c'est un peu facile à dire, mais réflexion qui m'est venue en lisant votre ouvrage, c'est que l'un des enjeux de la démocratie, c'est quand même que c'est pas les mêmes qualités, ce ne sont pas les mêmes qualités qui sont requises pour se présenter à une élection, être élu, et ensuite pour savoir gérer une collectivité, une commune, un État. D'accord. Ouais. Et vous le soulignez lorsque vous dites qu'on attend trop qu'on ne devrait plus se présenter comme l'homme ou la femme providentielle, capable de tout et d'apporter toutes les solutions. Mais si une personne se présente en disant « je ne serai capable de rien, je vais essayer de faire en sorte qu'on soit capable d'un peu plus », je ne suis pas sûr qu'elle ait des chances d'être élue. Donc les gens attendent qu'on leur vende du rêve, et après la réalité elle est tout autre, et c'est l'un des enjeux de la démocratie. La démocratie, c'est le meilleur système qu'on ait trouvé, parce que c'était quand même pas top avant. Mais il y a cet enjeu-là, et qu'on n'a toujours pas réussi à régler, je trouve, au vu de la lecture de votre essai. Oui, mais j'espère humblement, parce que vous savez,
Aujourd'hui, je ne sais pas si on lit encore beaucoup, mais j'espère que mon livre y contribuera à ça. C'est-à-dire que justement, j'ai beaucoup de citoyens qui l'ont lu, et bien sûr beaucoup d'élus, mais beaucoup de citoyens et qui me font ce retour en me disant ok, je regarderai les choses différemment, je verrai les choses différemment. Et je pense que en fait, j'ai ouvert un petit peu la boîte de Pandore parce que je pense qu'il faut l'assumer plus, en fait, ce type de discours, parce qu'on est tous dans le même bateau et qu'en fait, il y a, enfin, comme je le dis de manière provocante, mais en fait, s'il y avait des solutions miraculeuses avec un homme ou une femme providentielle, soyez certains qu'ils seraient déjà là et on ne serait pas dans la mouise comme on est aujourd'hui, hein, vraiment. Donc voilà, donc je veux dire, après. Voilà, c'est aussi, on n'a pas eu le temps d'évoquer tout ça, mais le rôle de l'éducation, le rôle de l'instruction civique, le rôle voilà, dès le plus jeune âge, d'apprendre cette complexité et de ne pas personnifier une solution miracle, divine, qui viendrait des élus, quoi. Voilà. Et je pense que si je contribue avec mon livre à interroger ça, je pense que c'est bien déjà. Mais en même temps, les gens ont quand même besoin encore, je le vois lorsque j'en échange parfois avec d'autres personnes, pas de rêver, mais de voir parmi les élus des gens qui sont capables d'un peu mieux, qui sont différents. Et il y a aussi ce rapport un peu à la politique qui est ambigu. Oui, mais ça, je l'évoque dans le livre. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais là, ça, c'est pas. Je pense qu'on peut. Ça, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'hommes et de femmes de politique qui parlent de communauté de destin, qui parlent de quelle est la société à laquelle on aspire. Faites le test, là, vous qui nous écoutez, écoutez pendant une semaine de radio, où on en entend des politiques de radio, télé, ce que vous voulez. Cherchez un homme politique ou une femme politique qui vous dit la société à laquelle elle aspire et qui est la société à laquelle elle défend et qu'est-ce que c'est. On ne parle plus de ça aujourd'hui. On parle des affaires d'un parti, on parle du déficit public. Je suis désolée, on n'a jamais fait une communauté de destin sur un déficit public. C'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que le côté faire rêver, entre guillemets, quand vous évoquez ça, moi je suis d'accord avec vous, mais c'est pas lié à l'homme. Je pense qu'on peut le décorréler de l'homme ou la femme providentielle. C'est lié au fait qu'aujourd'hui, la politique, elle n'est plus là pour décrire et se battre pour une société à laquelle on aspire, avec certaines valeurs, etc. Et justement parce qu'elle est experte, justement parce qu'elle est simplifiée, justement pour plein de raisons. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec tous ces gens qui disent ça, et pas parce que je pense que les hommes et les femmes ont des baguettes magiques politiques, mais par contre, je pense que les hommes et les femmes, politiques, ils sont là pour montrer un chemin, une aspiration, une ambition collective, et ça, aujourd'hui, on le fait de moins en moins. Je suis d'accord avec vous, d'ailleurs, dans l'enquête Les Français et les municipales, état des lieux, un an du scrutin du Sénat, que j'ai retrouvé, que j'ai lu, préparer cet entretien, mais c'est assez amusant de voir que l'état des finances des communes fait partie des préoccupations parmi les dernières des gens. Exactement. Alors que ces derniers mois, on nous a quand même beaucoup parlé d'état des finances dans les départements, les régions, l'État, et c'est vrai, comme vous dites, pas de vision d'ensemble. Les gens se disent que voilà, l'état des finances, c'est pas leur préoccupation majeure, et la liste est faite des préoccupations, l'état des finances arrive vers la dernière. La santé, la sécurité, l'état des rues, il y a plein de préoccupations, mais pas la propreté, voilà. Le niveau des impôts, combien ils vont devoir payer quand même, et la circulation, mais pas l'état des finances et des municipalités. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup et puis d'avoir participé à cet entretien. Je renvoie vraiment les gens parce qu'il y a encore plein de sujets que vous abordez, des sujets plus intimes, des sujets plus publics, mais moi, ce qui m'intéressait également, c'était de revenir sur ces sujets parce que j'ai vu qu'en entretien, vous aviez également évoqué les aspects personnels et qui sont également intéressants, mais qui ont été déjà évoqués. J'avais envie de revenir sur ces sujets-là. On ne va pas se quitter comme sans parler de littérature. Ah, quand même, j'attendais. Parce que vous évoquez à plusieurs reprises la littérature dans votre ouvrage. Puis même parfois le dimanche, vous essayez de lire un peu, puis que quand même les affaires de la ville revenaient toquer à la porte. Mais j'avais envie de vous demander ce qu'il y avait En général, je demande 3 conseils de livres à la fin, mais si vous avez des noms d'auteurs, des romans, des ouvrages qui vous ont marqué dans votre vie, est-ce que ça y est maintenant que vous avez un peu plus le temps de lire, est-ce que vous y êtes remise? Parce qu'on sent que c'est important pour vous dans ce livre. Oui, moi je le dis, la lecture m'a sauvée. Je pense que c'est
La lecture, elle a une dimension spirituelle, elle permet de nourrir toutes ces questions existentielles qu'on se pose, elle permet, et ça pourrait être peut-être une référence, de vivre toutes ces vies qu'on ne vivra pas, de comprendre des vies qui ne sont pas les nôtres. Voilà, je pense que la littérature, elle a une vraie vocation humaniste et elle permet qu'on s'identifie, qu'on se retrouve, qu'on ait de l'empathie, même dans une histoire qui se passe à l'autre bout du monde, d'une personne qui n'est pas du même genre que nous, pas de la même religion. Voilà, elle a une vraie dimension universelle parce qu'elle vient toucher au cœur de ce qu'on a de plus intime et peut-être de ce qu'on a le plus sans réponse. Et du coup, je pense que, vraiment, je le dis dans le livre, mais je pense que le fait de ne plus avoir ces temps, justement, où je lisais, où j'étais dans d'autres vies, parce que ça permet de voyager, de vivre autre chose, ça permet de nourrir sa réflexion, même dans du roman, parce que moi, je lis essentiellement des romans. Je pense que ça c'est un petit conseil que je donne aux élus qui vont se présenter ou aux gens qui veulent se présenter. Il faut garder quand même des temps où on continue intellectuellement à se ressourcer et à se nourrir. Et la littérature, c'est une nourriture indispensable, me semble-t-il, à l'âme. Donc, je cite Camus, évidemment, dans mon livre. Parce que pour moi, Camus, c'est la nuance, voilà, et c'est ni blanc ni noir. Voilà, ces romans montrent comment, en fait, entre la perception qu'on peut avoir d'une situation d'un homme et ce qu'il ressent ou ce qu'il est vraiment, il y a des écarts grands, et donc ça nous évite enfin, ça nous invite à pas tout catégoriser, à pas trop tout juger ou à pas tout classer. Et donc ça, moi, vraiment. Pour moi, c'est un grand maître. Un livre que je conseille souvent, c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il faut enlever le jugement dans la lecture. Parce qu'en fait, c'est aussi un outil de capital culturel, le livre, qui est hyper connoté en fonction de... Moi, par exemple, j'ai dans ma bibliothèque, alors là, vous ne la voyez pas parce que mes livres sont dans des cartons, mais j'ai dans, j'ai dans ma bibliothèque des auteurs qui sont très éloignés de ce qu'est ma philosophie politique, par exemple, si on donne cet exemple-là. Et je pense que c'est bien. Voilà, et ça ne me classe pas justement, ça ne me catégorise pas idéologiquement, c'est l'inverse, ça me permet de comprendre d'autres regards, ça me permet de m'affirmer dans le mien, voilà. Donc en résumé, lisez ce que vous avez envie, qu'importe ce qu'on en dit, comment on classe les lecteurs qui lisent ça, voilà, l'important c'est de prendre du plaisir et de toujours avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on lit. Je suis d'accord avec vous sur le fait de ne pas juger les gens sur ce qu'ils lisent et de ne pas catégoriser les gens. C'est amusant parce que c'était dans la même semaine qu'il y avait un journal qui avait sorti un article pour dire « Les Français ne lisent plus ». Et dans la même semaine, le même journal disait que Manuel Vargas Llosa, qui était décédé, en sous-titrant le soutien de l'extrême droite sud-américaine. Ouais. Donc comment presque empêcher les gens de lire en Ouais. disant « Attention, si tu lis ça, tu soutiens l'extrême droite ». J'avais trouvé ça dramatique, à la fois de dire les Français ne lisent plus, mais à la fois presque de dire attention, il ne faut surtout pas lire cet homme parce qu'il a soutenu l'extrême droite. C'est très compliqué. C'est pas parce qu'on le lit même des monstres comme Céline, qui humainement et politiquement est un monstre, qu'il peut avoir fait et également écrit de grands romans, ou à l'inverse, dans tous les échiquiers politiques. Donc je suis d'accord avec vous. Moi, je me rappelle d'avoir rendu hommage à Pierre Rabhi quand il est décédé, parce que c'est quelqu'un, que je trouve inspirant politiquement, hein, je veux dire, sur un certain nombre de réflexions. Et Pierre Rabhi, visiblement, il y a des choses qui sont dans son individu qui sont plus problématiques. Et je me rappelle avoir pris une salve de retour. Vous lisez quoi, par exemple, en ce moment? Est-ce qu'il y a un roman que vous lisez? Ah ben, d'accord. Je lis Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem. Ah ben, je ne l'ai pas lu. Voilà. J'en ai lu plusieurs de lui. Moi, je ne l'ai jamais lu. Et je lis celui-là, qui est très lié à sa vie spirituelle, on va dire. Mais voilà, je trouve que cette ville me fascine. Jérusalem, j'y suis jamais allée. Malheureusement, cette région est tristement dans l'actualité depuis quelques mois. Et en même temps, c'est ça, le titre, Le défi de Jérusalem. Je crois que
c'est quand même une ville où toutes les cultures, toutes les religions se mélangent. Et du coup, peut-être que voilà, c'est le vrai défi qui nous attend, l'humain avant ce qui nous différencie. Donc voilà, je trouve cette ville fascinante de ce qu'elle a de possibles défis réussis du vivre ensemble. Là, c'est un beau titre en tout cas. Ouais. Bon, mais merci en tout cas d'avoir également parlé de littérature à la fin, d'avoir gardé un petit peu de temps pour ça. Et j'espère vous avoir convaincu de lire, je rappelle le titre, donc Mère, le grand gâchis de Camille Pouponneau aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Camille, et à Merci. très bientôt. Au revoir. À bientôt.